Bonjour à vous voyageurs. À l'occasion de l'été, peut-être voyagez-vous aux quatre coins du globe. Mais avez-vous déjà pensé que quelque part, juste au-dessus de votre tête, quelque chose d'étrange se passait? Eh bien écoutez, laissez-moi vous faire rêver à l'occasion de cet épisode spécial où je vais vous présenter les 10 lieux les plus étranges sur Terre où l'on peut voir des ovnis. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si cela vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Imaginez une île luxuriante, enveloppée de brumes tropicales et entourée par des eaux chaudes. Un véritable décor de carte postale. Mais depuis les années 1950, ce paradis caribéen est aussi devenu l'un des plus grands mystères de l'ufologie. Je vous parle de Porto Rico, où les témoignages se comptent par centaines. Des objets lumineux traversant le ciel à une vitesse vertigineuse, des engins qui plongent littéralement dans l'océan sans ralentir, des lumières fixes et puis soudain mobiles, qui défient toute logique connue. Le cas le plus célèbre est celui d'Aguadilla en 2013. Une vidéo captée par un avion des douanes américaines montre un objet volant non identifié évoluant à très basse altitude, traversant la piste d'un aéroport, survolant l'océan, puis plongeant dans l'eau et continuant sa trajectoire sous-marine sans changer de vitesse apparemment. Ce document a été longuement analysé par le SCU, qui est le Scientific Coalition for UAP Studies, en gros un groupe d'analyse des objets volants non identifiés. C'est un groupe de chercheurs indépendants et ils ont conclu à l'absence d'explication conventionnelle. Alors, l'incident d'Aguadilla à Porto Rico est un parmi d'autres qui a été énormément étudié. Mais là, justement, pour ce tout premier lieu, on peut se poser la question pourquoi à Porto Rico il y aurait plus d'ovnis qu'ailleurs. Les hypothèses avancées sont nombreuses et les chercheurs pointent du doigt des anomalies, des faits un peu étranges qui pourraient permettre de comprendre cela. Certains disent que cela pourrait même être un passage entre plusieurs mondes. J'ai un petit peu étudié autour de cette idée. Alors j'ai trouvé notamment qu'il y avait des fosses sismiques autour de Porto Rico. C'est au bord de la plaque Caraïbe, à proximité d'une zone de subduction active où la plaque rencontre elle-même la plaque nord-américaine. Il y a aussi à côté de Porto Rico la faille de Porto Rico, la Porto Rico Trench, qui est en fait une faille sous-marine qui est l'un des plus profonds points de l'océan Atlantique qui descend jusqu'à plus de 8300 mètres. De là à se poser la question à savoir s'il pourrait y avoir des sortes de bases d'USO, des objets sous-marins non identifiés dans cet endroit, on peut se poser la question. On sait aussi que c'est une zone de forte activité tectonique, quelque chose qui peut à la fois perturber les enregistrements sur les machines, mais aussi peut-être tout simplement la vision des gens qui sont témoins de ces ovnis. Mais lors de mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait aussi une forêt étrange, la forêt d'El Yunque. Il faut savoir qu'El Yunque, c'est la seule forêt tropicale humide du système national forestier des États-Unis. La forêt est située dans la cordillère orientale de Puerto Rico et est recouverte de brumes la plupart de l'année. C'est encore une fois, et ça on l'a souvent déjà vu, un lieu sacré dans la spiritualité taïno, qui est le peuple natif de l'île et qui est associé à la présence d'esprits. Ces esprits sont-ils à l'origine des nombreuses apparitions lumineuses qui sont signalées dans le ciel? On parle d'orbes, on parle, comme je vous l'ai dit, d'apparitions de lumière stationnaire ou parfois mouvantes. Ou peut-on aussi se demander si le climat tropical très spécifique de cet endroit est propice à des formes de déformations lumineuses ou des apparitions lumineuses qu'on a du mal à expliquer rationnellement? Je ne sais pas, mais en tout cas, El Yunque est dans cette région-là. Et puis, il y a aussi, non loin, l'observatoire d'Arecibo qui est aujourd'hui effondré. L'observatoire d'Arecibo contenait l'un des radiotélescopes les plus puissants du monde. Il a été en activité de 1963 à 2020. Il est localisé à Arecibo, qui est au nord de l'île, et il a servi à la recherche du SETI, à l'analyse de signaux cosmiques et à la cartographie d'objets célestes. C'est en 2020 qu'il s'est écroulé suite à des défaillances structurelles, une perte symbolique bien sûr pour les amateurs d'exploration cosmique, mais certains se sont demandé aussi si cet observatoire n'était pas justement
trop bien placé dans cet endroit où on voit régulièrement des ovnis, et s'il n'était pas plutôt plus avantageux de le faire taire en quelque sorte. Alors juste pour la petite anecdote, si le nom Arecibo de l'Observatoire d'Arecibo vous interpelle, moi aussi ça a été mon cas, car en fait c'est aussi le nom d'une mission qui a été envoyée en 1974 avec le message d'Arecibo qui a été envoyé dans l'espace. C'était un message radio codé à destination de l'amas globulaire M13 qui est situé à 25 000 années-lumière de notre planète. Ce message d'Arecibo avait été élaboré par plusieurs chercheurs, dont Frank Drake, Carl Sagan, et il contenait des informations sur la structure de notre ADN, la population humaine, la position de la Terre dans le système solaire, ainsi qu'un dessin schématique de l'être humain qui était largement inspiré de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Pour finir sur Porto Rico, ça fait déjà beaucoup d'éléments qui en font un lieu où se passe l'étrange et où vous pourrez peut-être observer des ovnis. Et on va aussi citer les très nombreuses installations, les bases militaires qui sont tout autour de l'île. Et on sait que quand il y a des bases militaires, il y a souvent des secrets, parfois liés aux objets volants non identifiés. Nous allons aller maintenant dans un petit coin tranquille de Floride, bordé par des eaux chaudes, celles du golfe du Mexique. Des palmiers, des marinas et dans le ciel, des objets qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Nous sommes à Gulf Breeze. Entre 1987 et 1988, Gulf Breeze est devenu un raz de marée ufologique. Et tout a commencé avec un homme, Ed Walters, un entrepreneur local, qui a publié une série de photos d'ovnis extrêmement nettes, montrant des engins lumineux flottant au-dessus des toits. Et très rapidement, les photos de Ed font la une des journaux et les témoignages se mettent à affluer. Il ne serait pas le seul à avoir vu ces objets flottant dans le ciel au-dessus des maisons. Des dizaines d'habitants parlent de lumières stationnaires, de disques silencieux et même d'objets qui plongent dans la mer. Les ufologues se passionnent sur ce cas et même un chercheur qui s'appelle Bruce Maccabee, qui est un physicien de la Navy et ainsi qu'une figure importante de l'ufologie américaine, valide dans un premier temps ces photos et donc leur véracité. Malheureusement, le doute s'installe, car un modèle d'ovni miniature a été retrouvé dans la maison d'Ed Walters. Et même si en soi cela n'infirme pas du tout les photos qu'il a pu faire, le doute s'est installé. Alors je me suis dit, d'accord, il y a cette histoire, Gulf Breeze, les photos de Ed Walters, mais y a-t-il autre chose? Est-il le seul à avoir aperçu des choses là-bas? Car il y a de très nombreux cas documentés. De nombreux témoignages multiples indépendants ont été recensés entre 1987 et 1990. Avec des témoins crédibles et des groupes d'observateurs, plusieurs familles entières ont rapporté avoir vu des lumières ou des objets étranges dans le ciel en même temps que les photos d'Ed Walters circulaient, et parfois même ces témoins n'avaient même pas eu encore écho des photos de Ed Walters. Il y a des policiers, des militaires à la retraite et des enseignants qui figurent parmi les témoins. Alors on le dit souvent, les figures d'autorité n'ont pas forcément plus raison, mais en tout cas c'est cité que ces personnes dites de confiance ont elles aussi vu ces engins volants. Il y a même eu des soirées d'observation collective que l'on appelait les Sky Watchers et qui ont été, dont la presse locale a relayé l'existence. Le fameux MUFON, qui est le Mutual UFO Network, donc un groupe de communautaires étudiant les objets volants non identifiés, a reçu plus de 200 témoignages entre 1987 et 1990 dans la région de Gulf Breeze et Pensacola. Parmi eux, il y avait même des témoins de rencontres rapprochées, à tel point que le MUFON a installé un bureau temporaire là-bas pour pouvoir mieux étudier le phénomène. Là aussi, je me suis un petit peu penchée sur cette histoire, parce qu'à partir du moment où les photos d'Ed Walters ont commencé à circuler, on peut imaginer qu'il y a eu une forme d'hystérie collective, mais d'autres personnes se sont posé la question, et il y avait aussi des témoignages antérieure à sa prise de photo. La prise de photo, on l'a dit, concernait la période entre 1987 et 1988, mais ils ont retrouvé des témoignages qui dataient jusque dans les années 1970. Et tout ça toujours dans les environs de Gulf Breeze. Et ces observations parlaient notamment d'objets silencieux naviguant au-dessus de l'eau.
Et puis, comme c'est souvent le cas dans ce genre de choses, d'autres personnes ont parlé de voitures qui tombaient en panne, ainsi que d'interférences radio dans la région. Enfin, comme dans le lieu précédent, le Gulf Breeze est situé à proximité de très nombreuses installations militaires. Alors si vous passez par là, prenez votre appareil photo, votre téléphone portable et envoyez-nous quelques preuves documentaires de la présence d'OVNI dans cette région. Passons maintenant au troisième lieu. Ce troisième lieu, nous l'avions déjà évoqué dans l'épisode sur les orbes lumineuses. Je vous mets le lien ici. Et c'est le mont Popocatépetl qui est un volcan. Ce volcan est situé au Mexique. Il culmine à plus de 5400 mètres d'altitude et c'est un volcan actif dans lequel on voit depuis de nombreuses années des objets qui semblent rentrer et sortir du volcan. Dans les années 1990, une série de vidéos troublantes ont été captées, comme je vous le disais, et on voit ces objets qui sont en fait lumineux, ils volent à proximité, parfois on a l'impression qu'ils piquent dans le cratère du volcan, ce qui semble assez invraisemblable, puis en ressortent. En 2012, il y a même eu une vidéo qui a été capturée par Televisa qui montre littéralement un cylindre lumineux rentré dans le volcan. Et puis en 2013, une autre séquence a montré un objet qui semble sortir du volcan à grande vitesse, sans choc visible ni explosion. Alors d'accord, mais ces images, quelle est leur valeur? Eh bien écoutez, elles ont été analysées par le spécialiste en astronomie Julio Herrera, qui n'a trouvé a priori aucune explication naturelle ou météorologique claire. D'autres chercheurs plus sceptiques évoquent des artefacts photographiques, mais sans consensus réel sur la véracité du phénomène. Et là encore, on va faire référence aux légendes anciennes concernant le volcan Popocatépetl, qui est considéré par les Aztèques comme un guerrier endormi qui garde la vallée avec son amante Itzacualtl. C'est un lieu sacré où les esprits veillent et potentiellement un endroit où la terre et le ciel se rencontrent. N'est-ce pas fort à propos quand on parle d'objets volants non identifiés? Certains y voient aujourd'hui un couloir d'énergie, voire un lieu de contact spirituel utilisé par des entités dont nous n'avons pas exactement connaissance. C'est par ailleurs aussi un des lieux uniques sur Terre, je n'en ai jamais entendu parler, où on fait se rencontrer à la fois un volcan et la possibilité qu'il y ait des choses dites extraterrestres ou en tout cas inconnues qui puissent venir sur notre Terre. Passons désormais au lieu numéro 4. Au cœur du Nevada se cache une zone étrangement vide, un triangle qui n'est visible sur aucune carte. C'est ce que l'on appelle le triangle du Nevada qui s'étend entre Las Vegas, Fresno et Reno, une zone assez vaste qui englobe plusieurs zones militaires, dont la fameuse zone 51. Et depuis des décennies là-bas, les témoignages affluent. On parle d'objets triangulaires silencieux survolant la vallée à basse altitude, de lueurs stationnaires puis disparaissant de façon instantanée. On parle de perturbations magnétiques et de coupures radio sur certains trajets aériens. Mais ce triangle a aussi une statistique troublante, un nombre anormalement élevé de disparitions d'avions civils et militaires. Alors ça, pareil, sur ce genre de zone, c'est quelque chose qu'on connaît. Je vous invite à regarder mes séries de vidéos sur les zones d'anomalie notamment, où vous pourrez découvrir encore plein d'autres zones dans le genre. Au niveau du triangle du Nevada en particulier, de nombreux témoignages ont afflué. Certains disent cette phrase: quelque chose nous regarde là-bas, mais on ne peut pas les regarder en retour. Est-ce que cette sensation est due à une véritable visitation d'objets dits extraterrestres? Certains pensent aussi que cela pourrait être une zone de test de technologie de pointe, avions furtifs, drones expérimentaux ou autres, qui sont par définition pour le grand public des objets volants non identifiés. Alors, simple zone militaire ou véritable corridor de correspondance avec des mondes intergalactiques? Eh bien écoutez, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Passons maintenant au hotspot UFO, une zone d'observation des ovnis, numéro 5.
Le 4 octobre 1967, dans un petit village de pêcheurs de la Nouvelle-Écosse, au Canada, la nuit est calme jusqu'à ce qu'un objet non identifié tombe littéralement du ciel. Et là, on parle de dizaines de témoins qui disent avoir vu une lumière jaune orangée traverser le ciel, changer de cap brusquement, puis s'écraser dans l'eau à quelques centaines de mètres du rivage. Des bulles, une mousse étrange, des mouvements sous-marins, et puis plus rien. La GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada, arrive rapidement sur place, pensant à un crash d'avion civil. Mais aucun avion ne manque à l'appel. Et surtout, l'armée et la marine canadienne lancent une opération de récupération secrète qui durera plusieurs jours. Ils ne retrouveront rien, ou tout du moins ne révéleront rien au public. On appelle ça l'affaire de Shag Harbor, et c'est à ce jour l'un des seuls cas d'OVNI officiellement reconnus comme non identifiés par un gouvernement occidental. Et même les documents militaires de l'époque classent cette apparition, en tout cas cet événement, comme un véritable UFO, donc sans explication identifiée. Et pour les ufologues, ce n'était pas une simple chute d'objets. Certains évoquent des mouvements sous-marins, des objets qui auraient été vus sous l'eau, d'autres parlent même de témoignages avec un deuxième engin sous-marin qui serait venu chercher le premier lorsqu'il s'est écrasé. Mais là où c'est intriguant, c'était que ce n'était peut-être que le début des rencontres avec ces objets-là, car depuis cet événement de 1967, les témoignages ont afflué concernant l'apparition d'objets qui iraient directement dans l'eau. Du coup, j'ai été chercher quels étaient ces témoignages spécifiques. Depuis les années 1970, des pêcheurs et des habitants de la côte sud de la Nouvelle-Écosse, donc il y a Shag Harbor, Barrington Passage, Cape Sable Island, rapportent des lumières non identifiées flottant au-dessus de l'océan. Il y a aussi plusieurs témoignages de lumières blanches ou rouges stationnaires au-dessus de l'eau qui finissent par plonger ou s'éteindre brusquement. L'enquêteur Chris Style, notamment, a fait un livre qui s'appelle Dark Object et il a poursuivi ses recherches sur le terrain pendant plusieurs décennies. Après l'incident de 1967, les témoignages ont continué jusqu'en dans les années 80 et même 90. Les ufologues parlent aussi d'une base d'OVNI ou une base sous-marine à proximité de Shag Harbor, à environ 40 km de là, qui s'appellerait le triangle de Shelburne. Ce serait une zone où des objets apparaissent soudainement, entrant dans l'eau et puis disparaissant des radars. Et ça d'ailleurs, je trouve ça assez intriguant, on en reparlera peut-être dans un épisode suivant. Mais maintenant, revenons en France pour le 6e hotspot UFO de cette liste. Et là aussi, pareil, on en a déjà parlé, mais il faut absolument le mettre dans cette liste. Parlons désormais du col de Vence. Le col de Vence est situé à côté de la ville de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est depuis les années 1970 que des randonneurs, des ufologues, des gendarmes et des curieux y rapportent des phénomènes absolument inexplicables. Alors, nous avons des boules lumineuses qui surgissent en silence au-dessus des crêtes, les fameux orbes de lumière que l'on peut voir un peu partout sur Terre, mais là, il y en a en France, au col de Vence, des bruits mécaniques sans source identifiable. Alors ça, c'est un peu plus rare et je pense que c'est absolument à observer. Des appareils électroniques qui s'arrêtent subitement, ça ferait partie du phénomène en général. Et puis même des apparitions fugaces d'entités ou de silhouettes translucides. Il y a, concernant le col de Vence, de nombreuses photos dites ratées, qui sont en fait des photos qui ont été prises un peu par hasard, avec des orbes que l'on peut voir, des artefacts lumineux, qui sont, vous allez pouvoir voir les photos, c'est vrai, assez étranges. Certains font même un peu de pareidolie et semblent y voir des entités apparaître. Bien sûr, l'authenticité de ces photos est assez débattue. Peut-être pas l'authenticité de la photo en elle-même, mais de ce que l'on voit dessus. Est-ce que ça peut être un artefact lumineux mécanique et non pas, entre guillemets, dans la réalité? Il faut savoir que Jean-Pierre Petit, qui est un ancien chercheur du CNRS, s'est intéressé à la région du col de Vence, notamment par la présence de perturbations magnétiques qui ont été rapportées par les témoins.
Mais là encore, ce n'est pas qu'un lieu d'apparition. La région du col de Vence est chargée d'histoire et de légendes anciennes, avec des pierres dressées, des cromlechs et des anomalies topographiques que l'on retrouve aussi dans ce genre de zones sensibles. Certains parlent même d'un triangle géographique anormal qui serait situé entre les villes de Vence, de Coursegoule et de Saint-Barnabé. Alors moi j'espère y passer bientôt parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais en attendant, si vous connaissez le col de Vence, mettez-moi toutes les informations en commentaire et savoir peut-être quels sont les lieux spécifiques dans le col de Vence où on peut observer ces étranges objets volants non identifiés. Repartons maintenant parcourir le monde à l'occasion de notre 7e lieu qui est le lac Titicaca. Ce lac est niché à plus de 3800 mètres d'altitude. Il est à la frontière entre la Bolivie et le Pérou et c'est un des lieux les plus sacrés des Andes. Il est considéré comme les Incas, comme le berceau du monde. Et dans les années 1960, les témoignages d'objets étranges y ont été nombreux. On parle de l'apparition de lumières silencieuses au-dessus du lac, d'objets descendant lentement, comme en exploration, et surtout des plongées verticales dans l'eau sans remous visible. Et plus troublant encore, certains pêcheurs et visiteurs de la région disent avoir vu des sortes d'engins lumineux sous l'eau. Et ces engins lumineux auraient été identifiés parce qu'ils auraient sous l'eau des trajectoires absolument impossibles à attribuer aux objets traditionnels que l'on connaît et qui peuvent aller sous l'eau. Et là où ça devient complètement fou, c'est que récemment, on a trouvé des structures sous-marines dans le lac de Titicaca. Là, c'est assez fascinant puisqu'en fait, c'est dans les années 2000 qu'une équipe bolivienne de chercheurs en archéologie sous-marine a identifié les restes d'une structure monumentale submergée au large de la ville de Puerto Acosta du côté bolivien. On parle là d'un temple cérémoniel pré-inca de 200 mètres de long avec des pierres taillées et des traces de murs. Il y a aussi des routes pavées, des terrasses agricoles et même ce qui semble être un quai. On a même trouvé environ 10 000 artefacts, dont des poteries, des ossements, et tous sont datés d'environ entre 1000 et 1500 ans. Et c'est donc là bien avant les civilisations Incas, puisque les Incas, ça date environ du XIIIe siècle. Là, pareil, je me suis posé la question, car on a parlé d'apparition d'ovnis, d'une vague d'apparition d'ovnis, ou en tout cas de témoignages dans les années 1960, mais y en a-t-il eu depuis? Et oui, dans les années 80-90, il y a eu un regain d'observation d'objets volants non identifiés. Plusieurs articles dans la presse bolivienne et péruvienne rapportent des apparitions de lumière anormale au-dessus du lac, souvent la nuit, des objets lumineux qui sont décrits comme se déplaçant sans bruit, s'arrêtant puis plongeant ou montant à grande vitesse, et ces phénomènes auraient été particulièrement concentrés autour des villages de Copacabana, en Bolivie, et de Puno au Pérou. Alors là, il faut bien l'avouer que apparition de lumière étrange sur un lac sacré dans lequel on a retrouvé les restes d'un temple, je trouve que c'est absolument fascinant. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à investiguer un peu, puisque dans les années 2001-2010, on a eu des observations avec des enregistrements, des vidéos amateurs qui montrent des lueurs bleues et blanches stationnaires ou traversant le ciel au-dessus du lac. On a remarqué que les observations sont plus nombreuses lorsqu'il y a les festivités traditionnelles, bien évidemment puisqu'il y a plus de monde et qu'en plus ces festivités se passent de nuit, c'est-à-dire autour environ du 24 juin. Quant aux guides touristiques locaux, puisque c'est un endroit extrêmement touristique, ils disent que les observations et les témoignages sont nombreux, mais qu'ils n'osent pas en parler par peur du ridicule. Quant aux liens spirituels et rituels entre la région et l'apparition de ces lumières étranges, des groupes spirituels New Age et andins affirment que le lac est une porte énergétique et ils organisent des soirées d'observation autour des îles. Et puis les communautés locales font parfois le lien entre les apparitions et des entités bienveillantes des légendes Quechua et Aymara. Bon là, ça nous semble un petit peu exotique avec des légendes pour lesquelles nous sommes moins familiers, nous ici en France. Mais revenons un peu plus près et allons en Grande-Bretagne. Car à mi-chemin entre l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, il y a une petite île qui s'appelle
Isle of Man, et qui est un hotspot UFO assez peu connu, mais vraiment très intéressant. C'est une petite île battue par les vents qui est plus connue pour ses légendes celtes et son atmosphère extrêmement brumeuse, où, depuis les années 1950, les observateurs affirment voir, une fois de plus, ces fameuses boules lumineuses, mais aussi des engins silencieux et des lueurs flottant au-dessus de l'eau, souvent dans les zones côtières au sud et à l'ouest de l'île. Certains marins affirment avoir vu des objets descendre verticalement dans la mer sans aucun remous. Et d'autres parlent de lueurs fixes au large de la côte, observées à l'œil nu et disparues en une fraction de seconde. Et là, ce qui intrigue, c'est la fréquence des observations dans une zone aussi petite, peu peuplée et pour une fois très éloignée des installations militaires. Une fois de plus, j'ai cherché s'il y avait des témoignages après cette fameuse vague des années 1950 et oui, là aussi j'en ai trouvé. Dans les années 1970-1990, il y a eu une reprise des signalements d'observation. C'est un centre de recherche sur les ovnis qui est basé au nord de l'Angleterre qui a enregistré plusieurs cas sur la côte ouest de l'île, notamment vers Peel et Nyarbil, impliquant des objets lumineux stationnaires au-dessus de la mer, des engins silencieux en forme de disque observés de nuit, ainsi que des lumières descendant lentement derrière les falaises. On parle toujours un peu du même phénomène qui se reproduit là-bas. Et puis à nouveau, entre les années 2000 et 2010, il y a eu des témoignages modernes et des vidéos qui ont été faites. En 2002, un témoignage d'un couple de randonneurs a décrit une forme sombre triangulaire totalement silencieuse volant à basse altitude avec une lumière rouge au centre. En 2006, des lueurs blanches clignotantes sont filmées au-dessus de l'île pendant un événement public, sans identification possible de la part des autorités. Et en 2009, un pilote amateur basé à Ronaldsway Airport affirme avoir croisé une lueur métallique suspendue dans un nuage sans mouvement apparent. Là aussi, dans les communautés locales et sur certains réseaux, on parle aussi d'incidents électroniques, de véhicules qui semblent tomber en panne et d'objets qui ne fonctionnent plus de façon un peu subite et complètement inexplicable. Il faut aussi dire que là, au niveau du folklore, l'île conserve un lien avec des légendes très ancrées, notamment le folklore des fées aériennes, qui sont appelées les Slay Begay, les petites gens, et qui sont souvent associées à l'apparition de ces fameuses lumières stationnaires, ou voire qui semblent descendre à l'horizon. Il y a aussi les fameuses créatures de la mer, les Gastines ou Nikionyedu, et même des portails vers l'autre monde qui sont décrits dans les récits anciens liés à Isle of Man. Du coup, là, phénomène naturel, avion militaire, au véritable petit peuple ancien qui vit toujours sur cette île reculée. Là, on est réellement à la frontière entre l'étrange, le rituel, le traditionnel et peut-être quelque chose d'un peu plus moderne, tout comme notre 9e lieu qui s'appelle Diego Garcia. Alors on ne va pas chercher Diego Garcia sur Google Street View puisqu'on ne peut tout simplement pas le voir. C'est une île en forme de lame qui est masquée à la vue de tous. Officiellement, c'est une base militaire américaine stratégique qui est installée sur un territoire britannique depuis les années 1970. Mais pour certains, c'est bien plus que cela. Diego Garcia est un point névralgique du réseau mondial de surveillance militaire. Accueil de satellites de surveillance, centre d'écoute de la NSA et programme de surveillance globale, station avancée pour la flotte américaine du Pacifique. En résumé, si quelque chose bouge dans l'eau ou dans cette région du monde, Diego Garcia le sait. Et les ovnis dans tout ça, vous allez me dire? Eh bien écoutez, là aussi, il y a eu de nombreux témoignages, notamment d'objets flottant silencieusement au-dessus de l'eau, ainsi que de lumière par d'anciens militaires qui ont travaillé là-bas et qui ont témoigné sous couvert d'anonymat. Là aussi, des témoignages d'objets volant étrangement, parfois en zigzag
et ou plongeant directement dans l'eau. Et puis des rapports satellites d'objets extrêmement rapides non identifiés survolant la zone, et ce sans aucune explication. Alors pourquoi c'est aussi intriguant? Bien sûr parce que déjà Diego Garcia est une île extrêmement isolée, qu'elle est de plus entourée de fosses marines absolument pas explorées, et qu'en plus elle est située à proximité de zones tectoniques actives. L'endroit est aussi très souvent cité comme un endroit où il y aurait de nombreux USO, donc des objets sous-marins non identifiés. Et puis surtout, on est sur un lieu central qui fait converger toutes les rumeurs de secrets d'État, mais aussi la possibilité d'avoir retrouvé des engins extraterrestres, de faire de la rétro-ingénierie et tout ce qui concerne le militaire. Vous savez, dès que ça croise les questions de l'étrange et notamment de la possibilité qu'il y ait des activités dans notre ciel d'origine extraterrestre, eh bien écoutez, ça fait un mélange détonnant. Alors oui, je sais, on a parlé des vacances et je me doute bien que vous n'irez pas en vacances à Diego Garcia, mais écoutez, j'ai pensé à tout, j'ai quand même regardé s'il y avait des vols en avion qui passaient à proximité et vous pourriez peut-être nous faire des vidéos en regardant par le hublot. J'en ai trouvé quelques-uns. Si vous faites les trajets Singapour-Londres, Perth-Dubaï, Bangkok-Johannesburg ou Delhi-Nairobi, vous aurez des chances de passer non loin de l'île et peut-être de nous rapporter quelques éléments troublants. Car évidemment, il est impossible de survoler cet endroit sans autorisation, et c'est pas le seul endroit étrange auquel on aura du mal à accéder, mais je ne peux que rajouter dans ce top 10 l'Antarctique. Alors là aussi, aucun vol touristique, aucune destination de vacances et très probablement qu'à travers un hublot, vous ne le verrez pas. Il vous faudra un laissez-passer diplomatique, un équipement énorme et l'envie de survivre à des conditions extrêmes. Mais il est évident que l'Antarctique est une zone dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais où l'apparition d'objets volants non identifiés est extrêmement documentée. La raison, c'est essentiellement qu'il y aurait des structures enfouies sous la glace, pouvant non seulement accueillir des objets, mais peut-être même carrément des bases cachées, à l'intention d'un peuple peut-être d'une autre planète, voire même du centre de la Terre, qui voyage bien sûr en objet volant. Les anomalies sont nombreuses et je ne vais pas vous en faire la liste, mais nous avons notamment des témoignages assez troublants. L'américain Brian, qui a été interviewé par l'extrêmement connue Linda Moulton Howe, a parlé d'avoir vu des objets entrer et sortir de puits thermiques dans la glace, donc c'est un ancien militaire. Et évidemment, il y a l'opération High Jump menée par l'amiral Byrd, le fameux, qui relate la rencontre avec des objets volants qui auraient rencontré les avions militaires en plein vol, mais aussi l'arrivée dans une sorte d'Agartha, un monde souterrain absolument incroyable, dans cet endroit glacé et fort inhospitalier. Et l'Antarctique, pour la plupart des ufologues, c'est le lieu parfait pour cacher une base. Sur la plupart des lieux que nous avons vus juste avant, on a parlé d'objets qui partaient dans un volcan, sous l'eau, mais ils pourraient aussi partir sous la glace, d'autant qu'un traité international interdit toute activité militaire sur le continent, mais qu'il semble y avoir des structures étranges, notamment une pyramide qui aurait été vue puis qui aurait disparu des images satellites, des formes circulaires, des sortes de dômes qui apparaissent et qui disparaissent, une fameuse entrée qui semble être une entrée qui puisse accueillir carrément un avion de ligne et qui pourrait être un couloir de passage pour se rendre sous une base souterraine. Il y a même eu en 2018 des enregistrements de données sismiques qui auraient montré des structures denses et anormales sous la glace, certaines situées à plusieurs kilomètres de profondeur, et ce sans origine volcanique connue. Du coup, nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'aller en vacances en Antarctique, est-ce souhaitable, mais gardons un œil sur les témoignages et les images satellites qui sont rapportées de cet endroit absolument fascinant. Et vous, quelle zone, quel endroit où l'on peut voir des ovnis auriez-vous ajouté à ce classement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai hâte de savoir si vous avez déjà été témoin d'endroits
particulièrement propice à l'apparition d'objets volants non identifiés. Et c'était l'objet de cette vidéo qui, une fois n'est pas coutume, était un peu ce qu'on appelle ici sur YouTube un top 10. Vous l'imaginez bien, ces recherches ne sont pas faciles à faire connaître. N'hésitez pas à partager ma vidéo. J'ai plein de façons de m'aider qui sont dans la description. Je vais aussi vous mettre ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur des lieux étranges sur notre planète et bien plus. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi je vous dis ciao. J'ai complètement oublié de leur dire de liker la vidéo et de mettre un boost. Tous les cieux oubliés et le silencieux que nul n'a effleuré. Là où l'invisible se mêle au réel, plongeons au cœur de la carte surnaturelle.